Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live ProConta. J'espère que vous me recevez. On peut peut-être commencer par faire les derniers petits tests techniques. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? On fait vraiment les derniers réglages son et l'image. N'hésitez pas à me dire dans le chat que tout fonctionne bien. Je vous souhaite la bienvenue et avant que je me présente, j'aimerais que vous le fassiez. J'aimerais que, voilà, n'hésitez pas à vous présenter sur le chat. Dites-moi qui vous êtes, d'où vous nous regardez, si vous êtes, voilà, j'imagine candidat au DSCG l'année prochaine. Est-ce que c'est la première fois que vous êtes inscrit, que vous passez les épreuves du DSCG? Est-ce que vous passez uniquement lieu 1, lieu 4? Voilà, quelle est votre stratégie? Dites-moi un petit peu qui vous êtes dans le chat. J'attendrai juste quelques minutes que tout le monde arrive. Bonsoir Jata, bonsoir Julie, bonsoir Emilia. Tout fonctionne bien, impeccable. Je tiens à vous préciser que ce soir, je ne suis pas seul, puisqu'un autre membre de l'équipe de ProConta est disponible sur le chat et qui répondra à toutes vos questions liées notamment à la prépa de ProConta. N'hésitez pas à lui poser toutes vos questions. Il s'appelle Nathan. Si vous avez besoin voilà, si vous avez des questions d'ordre pratico-pratique sur les inscriptions, sur la préparation au DSCG et tout particulièrement sur lieu 1 et lieu 4, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec Nathan. Il vous mettra voilà, le lien pour prendre rendez-vous avec lui et en parler de vive voix dans le détail si vous le souhaitez. Voilà, donc j'attends peut-être quelques minutes que les derniers participants nous rejoignent. Bonsoir Rabat, bonsoir Martial. Voilà, n'hésitez pas vraiment à interagir avec moi ce soir. J'aimerais, pendant une bonne heure à peu près, eh bien, vous parler du DSCG de l'année prochaine. Comme vous le savez, là, la session de cette année, ça commence demain. Donc avec toute l'équipe de ProConta, on est aux côtés des étudiants qui se préparent depuis un an à cet examen. Nous, chez ProConta, donc Institut de préparation non seulement au DSCG, mais de DCG et du DEC, on accompagne les étudiants non seulement à lieu 1 et lieu 4, mais lieu 2 et lieu 3 également. Et donc cette semaine, ça y est, c'est le grand jour pour les étudiants de la promo 2022. Mais ce soir, je m'adresse particulièrement aux candidats de l'année prochaine qui préparent les lieux 1 et 4, qui sont, comme vous le savez déjà probablement, les UE les plus difficiles, les plus redoutés des candidats, et donc que la plupart des candidats craignent le plus. Mais je voudrais commencer par vous féliciter pour tous ceux qui m'ont rejoint ce soir, pour tous ceux qui nous regardent, puisque nous sommes aujourd'hui le 24 octobre et vous vous êtes connectés à un live qui parle du DSCG en 2023. Et donc, lorsqu'on regarde un live 2023 quasiment à un an à l'avance, c'est qu'on est statistiquement dans les favoris. Vous faites partie de ceux qui ont anticipé et donc statistiquement, vous faites partie des favoris puisque vous prenez de l'avance pour réviser ces deux yeux qui sont redoutés, redoutables. Et j'aimerais ce soir vous en dire un petit peu plus déjà pour vous les présenter si vous ne les connaissez pas hein, dans le détail, vous redonner vraiment le contexte, quelques petites généralités au début de ce live, et puis vous donner dans les grandes lignes voilà, les grands thèmes du programme et comment lancer vos révisions, quelques conseils méthodologiques pour vraiment lancer votre année de révision pour ces deux UE, pour pouvoir les réussir en octobre 2023. Et je vous dirai également comment un institut comme ProConta peut vous aider et vous accompagner dans la réussite de cet examen, de ces deux UE. Je vous donnerai également quelques retours d'expérience des lauréats, des anciens étudiants de ProConta qui ont réussi haut la main ces deux UE. On vous en donnera évidemment un peu plus là lors des résultats sur cette session en décembre prochain.
Mais voilà, déjà, j'aimerais vous expliquer à quoi ressemblent ces deux UE, comment lancer vos révisions à 1 an de la session de 2023 et quelques conseils méthodologiques pour les mois à venir en vous donnant voilà, quelques retours d'expérience et vous dire quels sont les pièges à éviter, les pièges un petit peu classiques dans lesquels tombent les candidats. D'accord? Donc bonsoir à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Bonsoir Émilie. Bonsoir Amine. Amine, voilà, je pense que je réponds à votre question puisque vous avez le sommaire devant les yeux. Donc, sans plus attendre, je vais vraiment introduire ce live en vous disant et en vous présentant un petit peu les modalités générales de ces UE. Pourquoi ce sont les UE les plus difficiles et les plus redoutés de la part des candidats? Premièrement, puisque, alors, indépendamment de ça, ce sont les seuls UE que vous devrez passer obligatoirement pour obtenir le DSCG. Comme vous le savez probablement, vous pouvez obtenir des dispenses pour les autres UE, si par exemple vous avez un master CCA ou voilà, il y a toute une liste de dispenses pour les autres UE, mais quoi qu'il arrive, l'UE 1 et l'UE 4, vous devrez les passer, elles ne sont pas éligibles aux dispenses. Donc ce sont deux UE parmi les 8 que vous pouvez passer, mais quoi qu'il arrive, vous devrez passer l'UE 1, gestion juridique, fiscale et sociale, et la compta et audit pour être diplômé du DSCG. Les autres, vous pourrez toujours être dispensé, mais voilà, à vous de définir votre objectif. Si vous avez une stratégie de compensation des notes, ça c'est vraiment à vous de voir. Mais en tout cas, voilà, ces deux UE sont obligatoires. Ce sont deux épreuves écrites qui ont un coefficient de 1,5 et qui ont une durée assez longue, qui sont des épreuves de 4 heures. Donc, vous verrez, c'est des épreuves qui sont assez intenses physiquement. Il y a beaucoup de difficultés sur ces épreuves, notamment la gestion du temps. Beaucoup de candidats n'arrivent pas à répondre à toutes les questions ou à terminer ces deux épreuves. C'est vraiment pas facile de rester focus et de se concentrer pendant 4 heures et d'écrire sur papier avec un stylo. On a perdu l'habitude et donc voilà, c'est des durées de 4 ans, donc c'est des épreuves qui sont assez longues avec un taux de réussite en moyenne qui est assez faible. Ça fait partie des UE les plus difficiles, donc statistiquement les moins réussis depuis 15 ans. Je vous donnerai quelques statistiques et quelques chiffres qui viendront appuyer cela. Pour continuer sur les modalités générales, toute note inférieure à 6 sur 20 est une note éliminatoire. Donc vous serez éliminé temporairement, ce qui ne veut pas dire que vous ne pourrez pas repasser cette UE, mais en dessous de 6 sur 20, c'est des notes éliminatoires. Vous pouvez en revanche conserver toutes les notes qui sont comprises entre 6 et 10 sur 20. Vous pouvez les passer autant de fois que nécessaire, il n'y a pas de limite. Et donc, l'UE, vous pouvez, elle est validée pour 8 sessions consécutives et donc 8 ans. Comme je vous le disais, je voulais vous présenter quelques chiffres sur notamment les taux de réussite moyens depuis à peu près 15 ans, depuis 2008. Ce qu'on constate, c'est que l'UE 1 et l'UE 4 sont vraiment les deux UE où on a un taux de réussite qui est très très faible. Et notamment sur l'UE 4, vous regardez 21% de taux de réussite, donc c'est très très faible. Je vous expliquerai notamment ce qui pêche et les difficultés que rencontrent les candidats. Mais voilà, quand je vous disais au début que ce sont des UE qui sont très redoutés, la preuve en est, c'est qu'il y a un taux de réussite qui est extrêmement faible pour ces deux comparé aux autres UE du DSCG, même si on voit que depuis une dizaine d'années, l'UE 2 et l'UE 3 ont un taux de réussite de moins 30%, donc ce qui est quand même pas très élevé, mais quand même l'UE 1 et l'UE 4 sortent du lot vraiment depuis une dizaine d'années ont un taux de réussite bas et qui reste assez constant.
Regardez si on regarde l'évolution depuis 2008, on voit que là, depuis ces dernières années, l'UE4 est quand même moins réussi que l'UE1, mais que sur l'UE1, si vous regardez, depuis 2017, le taux de réussite eh bien, a tendance à augmenter, même s'il reste quand même relativement faible, hein, mais il a quand même tendance à augmenter, alors que l'UE4, eh bien, depuis 2019, eh bien, décroît. Et regardez, sur 2021, c'est tout juste 20% de taux de réussite. Donc, voilà, il y a énormément d'échecs sur ces UE. Et chez ProConta, notre objectif, c'est que vous soyez justement dans ces 21%, dans ces 25% de lauréats. Et on fait tout, c'est vraiment notre obsession, de vous accompagner dans la réussite, non seulement de ces UE, mais d'autres UE également, l'UE2 et l'UE3. Mais justement, de par d'expérience et de par les retours des lauréats, des personnes qui ont échoué à ces examens, on peut vous accompagner, on connaît les habitudes de révision, ce qui marche, ce qui ne fonctionne pas, pour que justement vous puissiez être parmi ces lauréats. D'accord? Si on regarde la répartition des notes par UE, comme je vous le disais, les notes inférieures à 6 sur 20 sont des notes éliminatoires. Je voulais que vous ayez une vision assez globale pour que vous puissiez comparer avec les autres UE, mais regardez, sur l'UE4, il y a quand même 40% de notes qui se situent en dessous de 6 sur 20, donc éliminatoire, ce qui est quand même énorme comparé aux autres UE. L'UE1 un petit peu moins, mais quand même, il y a un quart des notes éliminatoires. Donc au-delà du taux de réussite qui est très faible, il y a quand même beaucoup de candidats qui n'arrivent même pas à avoir au-dessus de 6 sur 20, et on verra quelques raisons, on mettra l'accent sur quelques difficultés juste après. OK? Au niveau du calendrier, voilà, il y a peut-être probablement certains qui ont déjà passé l'UE1 ou l'UE4 et qui la repassent l'année prochaine. Mais grosso modo, c'est généralement le même calendrier. C'est-à-dire que vous pourrez vous inscrire, donc ça se fait en ligne hein, sur Cyclades, entre les mois de juillet et août. Il n'y a pas encore les dates officielles et on vous les communiquera bien entendu. Mais généralement, les épreuves ont lieu au mois d'octobre et les résultats ont lieu quelques mois plus tard, généralement en décembre. Au mois de décembre. Donc là, en l'occurrence, cette semaine, c'est la semaine des examens pour la session de 2022 et ils auront les résultats mi-décembre. Donc encore une fois, chez ProConta, on donne évidemment toutes les dates très très rapidement aux candidats. Alors, je scrute un petit peu le chat. Hein. Dites-moi si vous avez la moindre question. C'est vraiment une introduction pour vous donner un petit peu les bases et vous présenter très brièvement ces deux yeux et de quoi on va parler ce soir. Alors, Ninos qui nous demande si ce live est nécessaire aux examens de demain et après-demain ou pour l'année prochaine. Comme je disais en introduction, Ninos, je m'adresse ce soir aux candidats de la prochaine session en 2023. Pour les candidats de demain et après-demain, c'est un petit peu tard, je pense, pour vous expliquer en quoi consistent ces UE. Il y a d'autres lives, hein. Regardez notre chaîne YouTube. Sur des retours d'expérience, sur des lives pédago. On a énormément de replays de live, donc n'hésitez pas à regarder les lives précédents sur d'autres thématiques. Mais là, vraiment, ce soir, c'est vraiment un focus sur l'UE1 et l'UE4 pour les candidats qui le préparent pour l'année prochaine. OK? Voilà. Donc encore une fois, je ferai des petites pauses hein, pour répondre à toutes vos questions, bien entendu. Alors, si on s'attarde sur les épreuves en elles-mêmes, sur tout d'abord l'UE1 et l'esprit de l'épreuve, je vous ai mis voilà, un extrait du rapport du jury. D'ailleurs, petite parenthèse, tout ce que je vous dis là, toutes les informations
que je vous présente ce soir, vous pourrez les retrouver. Vous pouvez télécharger le support du live qui est en description. N'hésitez pas à le demander à Nathan. Mais vous pourrez retrouver toutes les chiffres, toutes les statistiques, tous les extraits, etc. En téléchargeant le support du live. Et je vous ai mis également le rapport du jury, le dernier rapport du jury de 2021, si vous voulez regarder dans le détail. Je pense que si vous ne connaissez pas les épreuves, mais que vous souhaitez vous inscrire pour l'année prochaine, je pense que la première chose à faire, c'est de regarder le rapport du jury qui vraiment vous détaille épreuve par épreuve, les attentes, ce qu'on va vous demander de faire. Et c'est le cas pour l'UE 1 où on vous dit que c'est une épreuve où il faut mobiliser vos connaissances pour répondre aux questions grâce à un raisonnement qui respecte la méthodologie, la méthode juridique. C'est-à-dire qu'il faut comprendre dans quel contexte on va se situer et c'est très important de s'approprier la méthodologie juridique et de pouvoir l'appliquer sur des cas concrets. Le DSCG, pour rappel, c'est un niveau Bac+5, master. Il faut être conscient des exigences en matière de DSCG qui correspondent à ce type de diplôme, un diplôme Master 2, donc Bac+5. Disons que si on compare avec le DCG, on était plus dans une attente de connaissances. Au DSCG, on est plus dans une attente de raisonnement et d'application d'une certaine méthode. Et qui plus est sur l'UE 1, on attend de vous que vous respectiez, que vous appliquiez une méthodologie juridique sur des cas concrets. Donc, pour résumer, sur le DCG, vous montrez que vous savez, et au DSCG, vous montrez que vous maîtrisez. D'accord ? Au niveau du déroulement de l'épreuve de cette UE, vous verrez, ça change d'une année à l'autre, mais généralement, quand on regarde les sujets d'anal, l'UE 1, l'épreuve, est constituée de 4 à 5 dossiers qui sont indépendants, avec à chaque fois 4 à 5 questions par dossier. Vous avez 4 heures, pour rappel, hein, donc 240 minutes, grosso modo une vingtaine de questions, et donc va falloir répondre de façon très efficace et très rapidement. Ça vous donne grosso modo 10 minutes en moyenne par question, donc ça va très très vite, c'est très intense. Et encore une fois, l'une des difficultés principales des étudiants le jour J, c'est une mauvaise gestion du temps et donc de ne pas répondre à toutes les questions. Or, c'est dommage puisque chaque point, chaque demi-point, chaque quart de point, 0,25 est très précieux et peut vous permettre de valider cette épreuve. Donc, la gestion du temps, c'est hyper important. Et ça s'anticipe et c'est en pratiquant avec l'entraînement que vous allez pouvoir, et en conditions réelles d'examen, que vous allez pouvoir justement jauger et bien gérer vos 4 heures pour répondre au maximum de questions. C'est des dossiers qui sont parfois transversaux. Vous pouvez traiter de plusieurs thèmes au sein d'un même dossier. Et c'est généralement progressif avec plusieurs types de questions. Il y a les questions de cours. Donc, grosso modo, ce qu'on va vous demander, ça va être d'apporter une réponse qui est purement théorique. C'est un peu de la récitation, entre guillemets. Là, pour le coup, c'est généralement assez rapide d'y répondre. On peut répondre en 3 lignes. Mais c'est vraiment assez théorique. Vous avez ensuite les cas pratiques. Donc les cas pratiques, c'est des mises en situation. C'est un petit peu plus difficile parce que suffira pas, en l'occurrence, d'avoir des connaissances, mais il va falloir mettre en pratique ce que vous savez. Donc en rédigeant clairement une réponse pour répondre aux attentes du jury, aux attentes de votre correcteur. Donc, finalement, ça se rapproche de ce que vous faites dans la vraie vie, dans votre vie professionnelle, actuellement en cabinet ou en entreprise. Donc voilà, c'est vraiment l'application de cette méthodologie, comme je vous dirais, la méthodologie juridique. Et c'est très important de comprendre comment elle fonctionne. Et chez ProConta, on vous donne vraiment cette méthodologie qu'il faudra appliquer le jour J. Et donc, il faut passer du temps sur le décortiquage de chaque sujet, de chaque cas pratique. Et c'est donc cette partie, la partie cas pratique, qui représente le plus de temps à l'examen et donc forcément une grosse partie des points. Et enfin, vous avez des questions sur un document annexe
Ça peut être, généralement, c'est un arrêt sur la Cour de cassation, par exemple, ou ça peut être un extrait de statut de société, un document juridique de tout ordre. Donc voilà, c'est vraiment les trois types de questions qu'on pourra vous poser sur cette UE1. Attention, aucun document n'est autorisé, contrairement au DEC. Au DEC, où là, pour les épreuves écrites, vous avez toute une série de documentations que vous pouvez apporter avec vous. Là, en l'occurrence, vous ne pouvez pas emporter de documents. Donc voilà. OK. Je vois que Nathan répond à quelques questions, donc je vais pouvoir enchaîner sur le déroulement de l'épreuve de l'UE4. Pareil sur l'UE4, encore une fois, ça change d'une année à l'autre, mais c'est grosso modo 3 ou 4 dossiers indépendants les uns les autres. Vous voyez, en 2020, il y avait uniquement 2 dossiers. Donc, je vous invite également, en plus du rapport du jury, à commencer à consulter quelques sujets d'annales pour que vous puissiez voir à quoi ressemble le sujet du DSCG, à quoi ressemblent voilà, les annexes. C'est des dossiers qui sont parfois transversaux, et qui sont souvent très longs, avec beaucoup de questions. Encore plus, je trouve que l'UE1, la gestion du temps de l'UE4 est vraiment très très difficile puisque c'est très très dense et il y a beaucoup de questions. Et effectivement, l'année dernière, lorsqu'on était à la sortie de l'UE4, à la sortie de l'examen, énormément d'étudiants m'ont dit qu'ils n'avaient pas pu répondre à toutes les questions puisque voilà, c'était une gestion du temps qui est très difficile. Et donc, voilà, il faut pouvoir l'appréhender. Et encore une fois, c'est en s'entraînant que vous pouvez gérer votre temps sur l'UE4. Mais voilà. Et donc, ce qu'on va vous demander, est-ce que vous devriez être capable de faire le jour de l'examen, c'est vraiment un résumé. Mais si on pouvait résumer donc en 5 grandes familles d'exercices, ça va être dans un premier temps de passer les écritures comptables des opérations de restructuration, de déterminer l'impact des normes IFRS sur les états financiers, hein, donc de pouvoir prendre de la hauteur sur ces normes. N'oubliez pas que là, si vous regardez les sujets de ces dernières années, les examens sont de plus en plus axés sur les normes IFRS. Et donc, ce qu'on va vous demander, et ce qu'on attend de vous, c'est que vous sachiez passer ces enregistrements comptables selon les normes IFRS. Et puis ensuite, savoir enregistrer les opérations de consolidation. Vous pourrez très bien avoir un examen où on fera un focus sur une étape du process de consolidation ou alors un examen où on va redescendre un maximum d'opérations. Et donc, vous devez savoir enregistrer un maximum d'opérations. Sur les slides d'après, je vous liste, je passerai dessus très rapidement, mais comme ça, au moins, vous les savez, les différentes opérations qui sont tombées depuis une dizaine d'années. Et enfin, vous devrez être capable de mettre en œuvre une démarche d'audit. OK ? Donc, grosso modo, l'UE4, on reviendra sur le programme plus tard, mais il y a une grosse partie, et c'est grosso modo la moitié du programme sur la consolidation, les normes IFRS, opérations de restructuration, et l'audit. OK ? Sur l'UE4, quelles leçons tirer des rapports du jury? Je vous laisserai en prendre connaissance un petit peu plus tard. Le jury nous dit que l'UE4, particulièrement, est une épreuve qui est insuffisamment préparée par les candidats et on constate qu'il y a une connaissance qui est trop approximative du programme. Par exemple, au niveau de la consolidation, vous devez avoir des prérequis pour être bon en conso. Et chez Proconta, on est là également pour renforcer vos connaissances sur ça et les appréhender au mieux. Mais il faut avoir les bases pour vous rendre à l'examen. Il n'y a pas de secret. Et ça, mieux vaut le travailler en amont régulièrement que de s'y mettre à la fin de façon trop intensive. Donc, c'est une bonne nouvelle puisque si vous vous y mettez maintenant, on est vraiment dans les clous. Vous avez 1 an pour justement appréhender tout ça au mieux et éventuellement rattraper votre retard.
C'est-à-dire que tous les candidats au DSCG et notamment à l'UE4 ne partent pas forcément du même niveau. Vous ne faites pas la même chose en cabinet ou en entreprise. Et donc, forcément, il y en a certains qui peuvent ressentir du retard, ce qui peut générer un petit stress. Et donc, toute cette base de connaissances, toute cette base théorique, il faut l'avoir, il faut la maîtriser. Chez Proconta, on vous aide à l'assimiler pour vous rendre à l'examen. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a un écart trop important entre le DCG et le DSCG. On ne vous demande pas non plus de reprendre tous vos cours du DCG, mais on passe quand même au niveau du dessus que le DCG. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la consolidation, la fusion ou la scission, l'audit, ce ne sont pas des thématiques que l'on peut dominer en les découvrant à la dernière minute, à quelques semaines de l'examen. Ça s'anticipe et donc, en se préparant un an à l'avance, vous avez largement le temps de reprendre toutes ces bases sur les différents thèmes du programme de l'UE4. Donc justement sur la gestion du temps, sur la mauvaise gestion du temps, qui est un écueil très fréquent des candidats, il faut pouvoir gagner du temps en appréhendant les calculs avec la méthode et notamment sur la partie de consolidation et de commencer par les dossiers que vous maîtrisez le mieux pour gratter un maximum de points. Encore une fois, sans vraiment faire de focus sur les différentes parties du programme, il y a également une méthodologie à appréhender, à respecter et à appliquer le jour de l'examen. Avec tous les enseignants et l'équipe pédagogique de Proconta, bien évidemment, on vous la donnera, on vous l'explique au mieux, et tout ça bien en avance pour que vous puissiez avoir le temps de digérer, de comprendre et de pouvoir avoir le temps de vous entraîner à quelques semaines et à quelques mois de l'examen. Okay, donc, encore une fois, et je pense que c'est comme l'UE1, mon conseil, ça ne sera pas ces prochains mois de vouloir apprendre par cœur, bêtement, mais c'est de comprendre, et en l'occurrence sur l'UE4, de comprendre la logique des retraitements qu'on va vous demander. D'accord ? Hop, pardon, parce que là, vous ne voyez rien. Hop, alors, on avait posé la question à des anciens candidats qui avaient échoué le jour J. On leur avait demandé ce qui leur avait posé le plus de difficultés le jour de l'épreuve. Alors, on retrouve pas mal de similitudes entre les deux UE, mais ce qu'on constate, c'est que sur l'UE1, il y a évidemment la gestion du temps, quelques questions de cours, donc ça c'est plutôt sur un manque de connaissances qui fait que vous ne pouvez pas répondre à la question, même si vous essayez de broder ou de bidouiller voilà, un début de réponse, bah, quand vous ne savez pas, vous ne savez pas. Mais c'est surtout l'application de la méthodologie, et donc il y a énormément de candidats qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas bien assimilé, qui ne peuvent pas retranscrire la bonne méthodologie juridique, et ça fait vraiment toute la différence le jour J. C'est hyper important sur cette UE. Et sur l'UE4, comme je vous le disais précédemment, c'est la gestion du temps qui est très très problématique pour cette UE où il y a énormément de questions. Et donc, voilà, beaucoup de candidats ne savent pas bien gérer leur temps, leurs 4 heures, et donc qui n'arrivent pas à traiter toutes les questions, en plus des connaissances requises et de l'application de la méthodologie pour cette UE. D'accord ? Hop. Alors, je regarde un petit peu le chat, hein. N'hésitez pas avant de vous présenter les programmes. Alors, Amine, je vais répondre très franchement à votre question. Non, je ne suis pas diplômé du DSCG. En revanche, moi, je suis le responsable de l'Institut Proconta, mais ça fait des années que j'accompagne des candidats au DSCG, que j'échange avec eux. J'ai accompagné donc énormément d'étudiants, que ce soit au DCG, DSCG et au DEC. Donc, je ne suis pas enseignant, mais j'ai énormément de retours d'expérience sur les méthodes de révision gagnantes pour échanger avec toute l'équipe d'enseignants, que ce soit sur l'UE1 et l'UE4, pour justement réussir ces deux UE.
depuis des années. Donc le support du live, pour rappel, Rabat, vous pouvez le télécharger. On vous a remis le lien dans le chat, point d'inquiétude, qui contient également le rapport du jury. Ok, donc n'hésitez pas voilà, à interagir encore une fois sur le chat. Je vais regarder, je scrute à chaque fois pour savoir s'il y a de nouvelles questions. N'hésitez pas. Alors, au niveau des programmes, commençons par l'UE1. L'une des difficultés principales de l'UE1, c'est que c'est un programme qui est très très vaste. C'est-à-dire qu'il est très difficile de faire le tour du programme sans faire d'impasse. Il y a énormément de choses à voir. Il y a certains points du DCG, des UE de droit du DCG, que ce soit en fiscal, en droit des sociétés, en droit social, qui sont repris sur le DSCG. Il n'y a quand même pas le même niveau attendu, encore une fois. Et c'est un programme qui est beaucoup plus vaste. Mais voici ce qu'on va retrouver. Les thématiques qu'on va retrouver, ce sont le droit des contrats, du pénal, droit de la concurrence, le droit fiscal des entreprises, l'entreprise et l'environnement, du droit des sociétés qui est un gros morceau sur l'UE1, droit des entreprises en difficulté, financement de l'entreprise, donc ça c'est tout ce qui est droit des sociétés, de l'entreprise au groupe, du droit fiscal sur l'imposition des affaires internationales, transmission de l'entreprise, les associations. Et donc, si vous regardez la récurrence de ces thèmes depuis grosso modo 10 ans, on voit qu'il y a certains thèmes qui reviennent très régulièrement. Il y a des sujets brûlants et il y en a qui ne sont tombés qu'une seule fois, voire quasiment jamais. Mais donc, comme on peut le constater, tout ce qui est droit des entreprises en difficulté, droit des contrats, droit des sociétés, ça revient quand même très, très régulièrement. Il y a beaucoup de chances pour que ça tombe l'année prochaine, sans vouloir faire de pronostics. Ce soir, on n'aime pas faire des pronostics chez ProConta, mais toujours est-il qu'il y a des thèmes qu'il va falloir prioriser par rapport à d'autres, comparé au droit de la concurrence ou aux associations qui tombent très rarement. Mais là, l'avantage que vous avez si vous y mettez un an à l'avance, c'est que vous pouvez les appréhender petit à petit, pas à pas, et vous avez quand même pas mal le temps de regarder tous ces thèmes et essayer de faire le moins d'impasse possible sur les thèmes du DSCG. Mais encore une fois, il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que si on prend le sujet de l'année dernière, on reviendra là cette semaine sur le sujet de cette année, mais si on reprend l'examen de l'année dernière, donc en 2021, c'était une session qui était assez atypique, qui peut presque paraître déroutante pour certains, puisque les thèmes représentés, vous le regarderez sur le sujet, mais ce n'est pas les thèmes auxquels on s'attendait. Il y avait en l'occurrence très peu de droit des contrats, très peu de droit pénal, il n'y avait pas de droit des entreprises en difficulté, qui sont des thèmes récurrents, mais il y avait du droit de la concurrence. Et donc, voilà, c'est pour ça que ça pouvait être un peu déroutant pour certains, parce que voilà, il y en avait qui avaient fait des choix, mais justement, parfois, il y a des thèmes qui ne sont pas tombés depuis très longtemps et qui peuvent tomber. Donc le sujet de 2021 nous l'a rappelé, mais toujours est-il que les statistiques le montrent, il y a quand même des thèmes qui sont assez brûlants et qui reviennent très régulièrement et qui peuvent vous aiguiller dans la priorisation de vos révisions, la priorisation des thèmes tout au long de l'année. Voilà. Donc, au niveau, je vous ai remis également un extrait du rapport du jury sur l'UE1. Qu'est-ce que nous dit le jury? Le jury nous dit qu'il est impératif dans votre préparation, dans la préparation à cette épreuve, d'éviter de faire d'impasse sur telle ou telle partie du programme, ce qui peut s'avérer très préjudiciable. Alors, encore une fois, ce que je disais sur le fait que ce soit un programme qui est très très vaste, qui est très dense, et c'est très difficile de faire d'impasse sur tous ces thèmes. Là, aujourd'hui, vous pouvez honnêtement traiter tous les thèmes si vous commencez
maintenant à réviser, vous avez 1 an. Mais justement, ce que nous dit le jury ici, c'est qu'il faut suffisamment anticiper votre préparation à cette épreuve. Et si vous y préparez suffisamment à l'avance, ça devrait vous permettre de pouvoir couvrir les différents volets du programme. Donc, croyez-moi, plus vous retardez votre préparation, je ne dis pas que ce n'est pas possible, chacun a son rythme de révision, mais là, encore une fois, statistiquement, vous faites partie des personnes qui ont le plus de chances de réussir puisque vous anticipez au maximum votre préparation et qui plus est sur l'UE1, vous pourrez anticiper et essayer de traiter un maximum de thèmes du programme. Donc comme je le disais, sur le programme de l'UE4, il y a les 4 grands thèmes dont j'ai parlé juste avant. Au niveau de la récurrence des thèmes de l'UE4, c'est un petit peu différent sur l'UE1. C'est-à-dire que l'UE1, nous en tout cas chez ProConta, on fait thème par thème. C'est-à-dire que vous pouvez éventuellement prioriser vos révisions en fonction des thèmes qui tombent le plus souvent sur le droit des contrats, le pénal, etc. L'UE4, ça marche pas vraiment comme ça. C'est-à-dire que tous les thèmes tombent, alors plus ou moins, mais c'est des révisions qui sont, que vous allez réviser différemment que l'UE1, dans le sens où vous n'allez pas faire thème par thème, il faut traiter un petit peu de tout à la fois. Toujours est-il que toute la partie consolidation représente grosso modo un peu plus de la moitié des points, un peu plus de la moitié du programme. C'est vraiment le gros morceau du programme de l'UE4. Tout ce qui est opération de restructuration également est un gros morceau. Les normes IFRS vraiment doivent se réviser en parallèle de la conso. Et puis après, toute la partie audit. Chaque fois, vous avez généralement quelques questions, un dossier d'audit chaque année. Mais voilà, en gros, quelques petites statistiques depuis 10 ans sur la récurrence des thèmes de l'UE4. En tout cas, les thèmes qui inquiètent le plus les candidats, c'est forcément la consolidation, parce que c'est un thème qui prend beaucoup de place, qui est très technique. Ça fait vraiment partie des difficultés que rencontrent les candidats. C'est une l'UE4 qui est particulièrement technique. Contrairement à l'UE1, où là, vous avez un programme qui est très vaste, voilà, où encore une fois, il y a beaucoup de thèmes à réviser. Là, on va vraiment tester votre niveau de technicité. Et justement, la partie consolidation relève d'un niveau technique qui est très élevé, et donc forcément, ça fait peur aux candidats, un petit peu plus que les autres parties, IFRS, opération de restructuration, et d'expérience, pour avoir parlé avec pas mal de candidats. La partie audit inquiète un petit peu moins les candidats. Or, attention, c'est un peu une erreur classique de la part de pas mal de candidats de mettre un petit peu de côté cette partie audit, ou en tout cas de la déprioriser, alors que c'est effectivement beaucoup de notionnel, beaucoup de théorie, et c'est facile d'avoir des points sur le dossier d'audit. Et donc, attention à ne pas trop la délaisser et à la traiter en dernier, puisque c'est généralement des questions et une partie où vous pouvez avoir des points assez facilement. Et donc, vraiment, ne vous gardez pas la partie d'audit pour plus tard, parce que plus vous la maîtriserez et plus vous pourrez gratter de points le jour J. Et donc, il faut pouvoir se concentrer sur les exercices qui rapportent le plus de points facilement. Et donc, comme on le voit, la plupart des candidats, en tout cas d'expérience, pour avoir sondé beaucoup de candidats à l'UE4, beaucoup commencent par réviser la consolidation, puisque c'est la partie qui fait le plus peur et c'est la partie qui est la plus dense. En tout cas, chez ProConta, au niveau du rythme de révision et au niveau du programme de révision, on ne fait pas comme l'UE1, c'est-à-dire thème par thème. On vous met vraiment
toutes les parties, conso, IFRS, opération de restructuration, audit en même temps. Et on essaye de faire varier les lives d'entraînement pour que vous puissiez à la fois vous entraîner sur la partie conso et quelques semaines plus tard sur les opérations de restructuration et également l'audit. OK ? Donc, encore une fois, comme je vous le disais juste avant, je vous ai mis voilà, quelques statistiques depuis 2008 sur les différents retraitements qui sont tombés en fonction des années. Je vais pas m'attarder dessus puisque voilà, je n'ai pas envie de rentrer dans le détail ce soir. Et puis, je vous laisserai peut-être en prendre connaissance directement après ce live. Vous pourrez éventuellement nous poser des questions si vous le souhaitez. Mais voilà, je vous ai mis quelques stats dans le tableau sur voilà, depuis 2008. D'accord ? Comme je vous le disais juste avant, c'est deux UE qui se révisent différemment, dans le sens où, d'un côté, on a une UE qui est dite littéraire, c'est l'UE de droit, et de l'autre côté, une UE qui est beaucoup plus technique. Et donc, sur une matière littéraire comme l'UE 1, il va falloir apprendre et comprendre les définitions, les règles juridiques, la méthodologie juridique qu'il va falloir appliquer sur des cas pratiques. Il faut éviter au maximum le par cœur, mais au contraire, essayer de comprendre la logique des règles. Vous ne pourrez pas apprendre tout par cœur. Ça, c'est une évidence. Il y a trop de choses à savoir. À mon sens, ce n'est pas forcément la bonne façon de réviser, mais essayez au maximum de pouvoir comprendre le raisonnement juridique. Et ça, Frédéric Bottaro, qui est l'enseignant référent de l'UE 1, vous l'explique extrêmement bien. Vous verrez les retours des étudiants, mais évitons au maximum le par cœur sur cette UE parce qu'il y a trop de choses à savoir. Mais au contraire, le challenge, ça va être de comprendre la méthodologie et la logique des règles à appliquer sur des cas pratiques. D'accord ? Il va falloir mettre en place également des moyens mnémotechniques en schématisant un maximum ce raisonnement. Vous verrez, ça va vous aider pour la mise en pratique sur les cas et les sujets et lors des entraînements, qui est, on ne va pas se le cacher, l'entraînement inévitable, et il va falloir commencer cette phase d'entraînement assez rapidement, vraiment avant l'été prochain. Va falloir commencer vraiment à s'entraîner, et quand je dis l'entraînement, c'est un entraînement en conditions réelles d'examen, 4 heures montre en main, et il va falloir s'entraîner sur papier avec votre stylo et pas sur votre ordinateur. De l'autre côté, on a une matière dite, comme je disais, technique, où là, vraiment une des clés de réussite, ça va être de pratiquer sur tous les thèmes du programme de l'UE4, identifier les difficultés et surtout comprendre vos erreurs pour éviter de les reproduire le jour J. Mais il n'y a pas de mystère. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'entraîner sur l'UE1, mais l'UE4, il faut faire, refaire des exercices sur tous les thèmes. Il n'y a que comme ça que vous pourrez justement élever votre niveau de technicité sur n'importe quel thème de ce programme. D'accord ? Alors, je regarde, hein, désolé si je prends un petit peu de temps pour regarder s'il y a d'autres questions. Je vois que Nathan est très actif sur le chat, c'est super. Il répond aux questions des personnes qui nous regardent ce soir. Donc, c'est super. Je reviendrai éventuellement, hein, j'essaierai d'y répondre de vive voix. Je regarde si justement Nathan y répond, mais Amine qui nous pose une question sur les prérequis, notamment en conso. Si jamais vous avez des lacunes, c'est pas grave. Encore une fois, Amine, ce que je disais tout à l'heure, c'est tout le monde ne démarre pas du même niveau. Si vous n'avez pas les bases et vraiment les basiques en conso, ce n'est pas grave, il est encore temps de les reprendre. Justement, chez ProConta, nous, notre programme de révision sur 1 an, la première étape, ça va être l'acquisition des connaissances.
avant d'enclencher la partie d'entraînement et de mise en pratique. Si vous n'avez pas les bases, il n'y a aucun souci. On reprend pas à pas avec des fiches, avec des vidéos de cours synthétiques, l'ensemble des éléments en conso, en audit, en opération de restructuration, etc. etc. Donc, il va falloir vous procurer des supports méthodologiques qui vous permettront de revoir toute cette partie théorique. Nous, on vous en propose, en tout cas chez ProConta, avec des fiches, encore une fois, avec vraiment des contenus qui vont à l'essentiel, qui sont synthétiques, qui vous permettront de vous remettre à niveau et de vraiment acquérir et d'avoir les bases pour réussir cette UE4 du DSCG. Alors, comment démarrer les révisions? C'est un peu la grande, c'est la deuxième partie. Maintenant qu'on a vu voilà, à quoi ressemblaient ces UE 1 et 4 du DSCG, quel est le programme, quels sont les thèmes de ces deux UE. Maintenant, c'est bien beau, mais comment on fait, comment on se lance à un an des révisions? Encore une fois, tout ce que je vais vous dire là, c'est une proposition et c'est notre vision, en tout cas chez ProConta, mais qui a permis à de nombreux candidats de réussir ces deux UE. Et donc, comme je vous le disais, les programmes sont très techniques, sont très vastes et très denses. Et comment arriver à le mémoriser sur un laps de temps qui est... Bon, même si vous avez un an, ça passe très très vite, sachant que vous verrez, et ça il faut vraiment l'anticiper, il y a la période fiscale qui va arriver à grands pas à partir du mois de février, entre février et mi-mai, fin mai. C'est une période où la plupart des candidats ont moins de temps pour réviser le DSCG et généralement ils mettent en pause leur révision du DSCG et ils reprennent l'été. Mais justement, essayez d'anticiper cette période fiscale pour reprendre toutes les connaissances, reprendre éventuellement le retard sur quelques bases que vous n'auriez pas acquises précédemment. Mais ce que nous dit le jury, je vous ai remis un extrait, il y a un certain nombre de candidats qui sont justement pris par leur activité professionnelle et qui plus est en période fiscale, qui ont du mal à se mettre dans l'esprit de ces épreuves et à maîtriser les connaissances qui sont associées en recouvrant justement un programme qui est extrêmement vaste. Et j'aimerais introduire un personnage que je présente régulièrement sur les lives du DSCG. C'est un philosophe allemand qui s'appelle Hermann Ebbinghaus, qui est, avec ses petites lunettes et sa belle moustache, considéré comme le père de la psychologie et de l'apprentissage. Et Hermann Ebbinghaus, qu'est-ce qu'il nous apprend? Hermann a créé ce qu'on appelle une courbe de l'oubli et il vous montre comment l'information, que ce soit en apprenant des cours du DSCG, de compta ou de droit, eh bien, va être perdue au fil du temps si vous ne vous faites pas des rappels régulièrement, si vous ne cherchez pas à conserver cette information. Donc, regardez, il a théorisé justement cette courbe de l'oubli où vous avez en ordonnée eh bien, le pourcentage de rétention, c'est-à-dire la façon dont vous retenez l'information. Et puis en abscisse, le temps. Donc là, c'est une courbe qui s'étale jusqu'à 6 mois. Mais ce qu'on constate, c'est qu'à l'instant T où vous apprenez vous apprenez un cours, ça peut être un cours de droit, vous retenez une information assez théorique, et bien regardez, plus le temps passe et plus vous allez perdre ou vous allez retenir cette information. C'est-à-dire que là, ce soir, je vous donne un cours sur voilà, la consolidation ou je vous donne un cours assez théorique en droit des contrats. Eh bien, demain, regardez, vous allez retenir quasiment que la moitié de ce que je vous ai dit la veille. Donc, vous allez retenir quasiment que 50% des connaissances que vous avez apprises ou assimilées la veille. Et regardez, plus le temps passe et plus vous allez perdre des notions au fil du temps. Et au bout de 1 mois, et ça stagne jusqu'à 6 mois, vous ne retiendrez que 20% de ce que vous avez appris eh bien, il y a 6 mois. Et donc, ce que nous dit Ebbinghaus, c'est que pour éviter
cette courbe de l'oubli, eh bien, il va falloir faire des petites piqûres de rappel régulièrement que vous pourrez espacer au fil du temps. Mais c'est grâce justement à ces petits rappels que vous allez vous faire régulièrement que vous allez pouvoir mieux vous souvenir des connaissances que vous avez apprises et ça va vous permettre de ne pas oublier ce que vous avez appris, que ce soit sur des matières de compta, sur des matières de droit et ça vous aidera. Ça favorise l'ancrage mémoriel et ça vous aidera à restituer un maximum de connaissances le jour de l'examen et ne pas tomber dans cette courbe de l'oubli. Et donc, ce que nous dit Hermann Emingo, c'est que pour une rétention quasi parfaite de l'information et des connaissances, des répétitions doivent se faire au début à quelques jours d'intervalle et puis plus vous allez vous faire ces rappels et plus vous pourrez dans le temps espacer ces petites piqûres de rappel et à la fin, vraiment une fois tous les 3-4 mois, vous pourrez reprendre les points que vous avez appris pour pouvoir vraiment pleinement avoir en tête toutes les connaissances de ce programme du DSCG, de l'UE1, de l'UE4, qui est très dense et très vaste. Je vous ai mis un petit exemple d'application de cette méthode d'Hermann Emingo sur l'U1. Admettons que voilà, on reprend les 6 thèmes de l'U1. Vous commencez vos révisions le 15 novembre. Vous commencez par le droit des sociétés. Eh bien, le lendemain, vous allez commencer le droit pénal et vous reprendrez un petit morceau de droit des sociétés. Et le jour d'après, le 17, vous commencez le fiscal. Vous ne ferez pas de droit des sociétés, mais vous reprendrez quelques points de droit pénal que vous aurez démarré la veille, etc. etc. Vous faites vraiment un premier rappel à J+1, une semaine plus tard un deuxième rappel, et puis après, encore une fois, vous espacez 2 semaines, et après chaque mois, etc. Mais au moins, vous gardez en tête et vous faites un petit peu toutes les matières finalement en un mois de révision. Vous faites un petit peu de chaque matière régulièrement et essayez comme ça d'éviter au maximum de faire d'abord le droit des sociétés, puis après de la fiscale, du fiscal, du pénal, etc. Et finalement de laisser de côté et d'oublier le droit des sociétés que vous avez démarré et que vous avez laissé de côté en début de révision. Je pense que c'est très important voilà, de faire un petit peu chaque matière tout au long de votre programme de révision sur votre année de préparation. OK ? Et donc, on avait sondé les lauréats lors de notre grande enquête annuelle au DSCG. Et ça, ce sont les chiffres de l'UE1 et de l'UE4. On leur a demandé à quel moment ils révisaient, le plus en tout cas. Et puis, sans surprise, la plupart des candidats prennent quand même pas mal de temps sur le week-end ou les soirs en semaine, éventuellement dans les transports pour garder quelques fiches ou quelques vidéos de cours, sinon les pauses d'entreprise ou entre deux cours, puisque tout le monde n'est pas forcément professionnel dans un cabinet ou en entreprise. Il y a probablement des étudiants ou des étudiants en alternance qui nous regardent ce soir et qui passeront le DSCG l'année prochaine. Mais voilà, c'est-à-dire que si vous commencez votre programme de révision maintenant, essayez au maximum de vous construire un planning de révision en vous réservant des plages horaires. Et le week-end, c'est là où vous aurez plus le temps. Éventuellement le soir en semaine. Et encore une fois, essayez d'anticiper au maximum cette période fiscale qui va être très dense pour vous. Et justement, vous aurez moins de temps à accorder aux révisions du DSCG. Alors, il y a une grande question qui revient très régulièrement et que nous posent énormément de candidats. C'est est-ce qu'il faut réviser certains thèmes en priorité? Alors, c'est une question qui revient un peu plus souvent vers l'été parce que voilà, il y en a qui s'y mettent un petit peu tard et qui ne peuvent pas tout voir et donc qui veulent prioriser leur révision. Mais donc du coup, il y a encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, vous avez suffisamment le temps de voir tous les thèmes du programme, que ce soit sur l'UE1 et l'UE4. Toujours est-il que pour vous donner un ordre d'idée sur la quantité de travail
que vous devrez passer sur chaque UE. Encore une fois, on avait sondé les lauréats sur le nombre d'heures qu'ils avaient passé à travailler et presque les 3/4 avaient travaillaient 4 heures par semaine, en moyenne, hein. C'est-à-dire que il y a des semaines où ils faisaient 1 heure, 2 heures, et il y a des semaines où ils faisaient 8 heures. Et généralement, le rythme s'accélère à partir de l'été, à partir du mois de juillet, août. Mais il faut savoir que vous devrez passer en moyenne 4 heures par semaine par UE pour réviser l'UE 1 et l'UE 4 et pour la réussir. On avait également demandé aux lauréats sur le nombre d'entraînements en conditions réelles qu'ils avaient fait. Et ceux qui ont réussi nous ont dit qu'ils avaient fait entre 1 et 2 devoirs en conditions d'examen, minimum. Les personnes qui n'ont pas réussi et ceux qui ont une note éliminatoire ont reconnu qu'ils n'avaient pas rendu d'examen blanc, voire aucun. Ça, je parle pour les étudiants de ProCompta. Mais ce qu'on constate, c'est que plus vous vous entraînez en conditions réelles d'examen, et je parle, ça peut être des examens blancs de chez ProCompta, mais travailler sur des annales, et plus vous aurez de chances de réussir parce que vous pourrez vous projeter dans l'examen et vous comprendrez beaucoup mieux les attentes du jury et vous comprendrez vos erreurs et vous ne les reproduirez pas le jour J. Comme je vous le disais, en termes de programme d'accompagnement, et je fais un petit peu des parallèles avec ce qu'on peut vous proposer chez ProCompta, encore une fois, c'est une proposition d'accompagnement sur une prépa à distance. Aujourd'hui, on est à 1 an de l'examen. Et ce que je vous disais, c'est que la première étape du programme de révision, c'est d'avoir les bases, d'avoir les connaissances sur l'ensemble des thèmes du programme de l'UE 1 et de l'UE 4. Et ce qu'on propose, c'est, dans un premier temps, c'est la première étape, de vous mettre à disposition des vidéos ciblées sur les points clés du programme, des vidéos qui sont courtes, qui vont à l'essentiel, qui sont synthétiques. Comme vous pouvez le voir à l'écran, là, c'est du droit commun des contrats. Donc, c'est des vidéos qui durent entre 5 à 15 minutes et qui traitent vraiment des points clés sur l'offre, l'acceptation, la notion de contrat, etc. etc. Il y a une bibliothèque de 150 vidéos comme ça que vous pouvez regarder vraiment au compte-gouttes, encore une fois, dans les transports ou le soir, vous faire des séances de révision pour faire une lecture active de ces vidéos pour justement assimiler ces connaissances et puis ensuite enchaîner sur la partie entraînement. Et là, on propose... donc pardon, ça c'est j'y reviendrai plus tard sur la partie entraînement, mais sur les vidéos synthétiques qui ciblent les points clés du programme, vous avez à chaque fois des fiches en fonction de la vidéo, en fonction du thème abordé. Et ça, je parle pour l'UE 4. Pour l'UE 1, vous avez des fascicules de cours, ce qu'on appelle des polycopiés, qui rentrent vraiment dans le détail. Et qui vous permet vraiment de ne pas vous éparpiller sur les supports pédagogiques. C'est-à-dire que mon conseil, si vous lancez vos révisions pour ces 2 UE, c'est de vraiment vous tenir à des supports pédagogiques pour vraiment avoir une méthodologie et pas avoir différentes façons de faire, différentes méthodologies à appliquer. Je pense que c'est très important d'avoir une ligne directrice, fil conducteur, qui va vous permettre de vous driver dans votre année de préparation. Donc, pour finir, je vous donne quelques conseils pour bien structurer et organiser vos révisions et vous y mettre dès maintenant. Le premier conseil que je peux vous donner ce soir, c'est de commencer à réviser dès maintenant. Encore une fois, dans notre grande enquête, l'étude qu'on a menée auprès de lauréats et d'anciens candidats sur ces 2 UE, il y a beaucoup de candidats qui commencent à réviser assez tard dans l'année. Vous voyez qu'il y a plus d'un tiers qui commence à s'y mettre à partir du mois de juillet, entre juillet et le mois de septembre, donc après la période fiscale, parce que ils ont un petit peu plus le temps, mais finalement, qui peuvent le regretter plus tard. Et ce qu'on constate, c'est que, là, ce qu'on voit sur ce graphique, c'est qu'effectivement, il y a un peu plus d'un tiers des candidats
des lauréats pardon, qui ont commencé à réviser entre juillet et septembre. Mais finalement, si on condense la période avant janvier jusqu'au mois de juin, grosso modo, ça représente voilà, un laps de temps qui est beaucoup plus long. Et donc finalement, plus vous anticipez vos révisions et plus vous avez statistiquement de chances de réussir. Donc, faites le bon choix. Aujourd'hui, vous avez l'occasion, je pense, de lancer vos révisions. Donc, ne tardez pas trop pour justement avoir le temps d'assimiler toutes ces bases, toutes ces connaissances théoriques, avoir le temps de vous organiser, avoir le temps de vous entraîner pour être un minimum serein et éviter d'accumuler trop de retard et d'être stressé à quelques semaines, à quelques mois de l'examen. Voilà. Yes. Ouais, donc je vois effectivement qu'il y a quelques questions qui sont répondues par Nathan, mais effectivement, Julien, si vous préparez les UE 1, 2 et 4, la période d'acquisition des connaissances, encore une fois, ça dépend d'où vous partez, Julien, mais je pense que si vous passez les 3 UE, l'UE 1, 2 et 4, et l'UE 2 qui est également très technique et qui est très difficile, je pense que si vous vous y mettez maintenant, et si vous gardez 4-5 heures par semaine, je pense que cette période peut durer jusqu'au mois de février, à mon avis. D'expérience, c'est ça. Il faut se garder 3-4 mois si vraiment vous êtes assidu dans le visionnage de tous les contenus qui sont à votre disposition. Je pense que vous en avez pour 3-4 mois pour l'ensemble de ces UE, minimum. Encore une fois, si vous préférez étaler un petit peu cette période, vous pourrez aller jusqu'au mois de mars-avril. Mais si vous mettez au moins 4-5 heures par semaine, je pense qu'en février, vous pourrez avoir une très bonne base et enchaîner sur la phase d'entraînement à partir du mois d'avril, à partir du mois de mai. Ok. Encore une fois, mon deuxième conseil ce soir, ça va être de vous entraîner en conditions réelles d'examen. C'est ce que nous ont dit hein, les lauréats que nous avions sondés. Le plus important pour eux, à 70%, c'est l'entraînement, beaucoup plus que les connaissances. Il n'y a pas de secret, il faut s'entraîner, il faut bosser sur des sujets d'anal et toujours s'entraîner en conditions réelles d'examen. Et en conditions réelles d'examen, c'est vous enfermer dans une salle, ne pas céder de votre manuel à côté, ne pas vous aider de la documentation, mais vraiment essayer de vous focus un maximum pendant 4 heures sur votre sujet, essayer de répondre à un maximum de questions, montre en main, de ne pas perdre de temps et d'essayer de vous entraîner à rédiger, à appliquer toute la méthodologie juridique qu'on vous a enseignée, de faire, de refaire, de noter également, d'avoir un petit carnet d'erreurs que vous pouvez garder pour justement éviter de les refaire le jour J. C'est hyper important pour vous et pendant cette phase d'entraînement. Encore une fois, ne vous noyez pas dans les sources de révision, donc ça je l'ai déjà dit. Les lauréats que nous avions sondés confirment ce que je viens de vous dire, puisque voilà, ce que vous pouvez lire, c'est de faire un maximum d'anal pour se préparer, de répartir également son temps entre les différents exercices le jour J. Donc encore une fois, le jour J, vous verrez, mais c'est là les candidats qui passent les examens ces prochains jours, le conseil que je leur ai donné il y a quelques jours, c'est de lire une fois, une deuxième fois, tout le sujet, qui peut être long avec les annexes, de bien lire toutes les questions pour justement essayer de bien organiser la gestion de son temps et la gestion des 4 heures pour essayer de répondre à un maximum de questions. Point d'honneur sur la méthodologie, garder un rythme d'apprentissage qui va être constant jusqu'au jour de l'épreuve. Il faut bachoter les annales, encore une fois, et en lettres capitales, en conditions d'examen. Les semaines et je rajoute les mois précédant l'épreuve, en faire un maximum.
d'étaler vos révisions pour justement garder la motivation, bien se mettre en condition d'examen et essayer très rapidement d'avoir une routine de révision. Surtout si vous passez plusieurs UE. Julien, vous qui passez l'UE 1, 2 et 4, c'est un planning qui va être très très dense. Chacun sa stratégie, mais je pense que selon moi, il faut éviter de faire UE par UE. C'est-à-dire que va falloir éviter de d'abord réviser l'UE 1 et puis deuxième trimestre de faire l'UE 2 et puis de faire l'UE 4 à la fin. Il va falloir essayer de tout mélanger de façon intelligente, de créer votre propre planning, de faire un petit peu d'UE 1, de l'UE 2 en fin de semaine, de reprendre de l'UE 4 et puis de l'UE 1, etc. Et donc, ça, il va falloir avoir un rythme de révision qui soit très soutenu, mais qui doit rester sain pour éviter de vous cramer et de vous claquer à quelques mois de l'examen. Et ça, je pense que très rapidement, il va falloir essayer d'adapter une routine de révision. Et ça passe par un planning. Et évidemment, ça, on vous aide à le construire, à le structurer et à tenir ce planning. Encore une fois, si j'avais parlé de notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à regarder quelques retours d'expérience de lauréats, des étudiants marocains, des étudiants qui ont passé le DSCG en 1 an, qui ont eu d'excellentes notes, qui ont tapé les 15-16 sur 20. N'hésitez pas à les écouter sur leurs habitudes de révision, comment ils ont révisé l'UE 1, l'UE 4, etc. Quelles différences ils ont eues entre ces deux UE. N'hésitez pas, voilà, je vous renvoie aux différentes vidéos qui sont disponibles sur YouTube pour vous inspirer de ces témoignages. Je vous ai parlé de l'entraînement. Encore une fois, après cette phase d'assimilation des connaissances et de la théorie, chez ProConta, on enchaîne assez rapidement sur la phase d'entraînement et c'est des entraînements en direct. Alors bien évidemment, nous, nos cours d'entraînement en direct, c'est plutôt le soir, vers 19h30, 20h. Bien évidemment, chacun révise à son rythme, donc tous nos cours sont disponibles en replay, mais ça vous permet de bosser sur des cas pratiques que vous ne verrez pas ailleurs. C'est des cas vraiment qui sont originaux à ProConta, qui ont été faits par toute notre équipe pédagogique, les enseignants, et qui vous permet, pendant ces lives, de poser vos questions directement à l'enseignant, de rebondir généralement sur ce que disent les autres camarades de promo. Mais c'est très important pour nous d'avoir du direct pour que vous puissiez vous entraîner en direct avec votre professeur et de lui poser toutes vos questions. Encore une fois, on vous met à disposition énormément de dossiers d'entraînement fidèles à ceux de l'examen qui ressemblent vraiment en tout point à ce que vous allez pouvoir retrouver sur l'UE 1 et l'UE 4 en octobre 2023. C'est des petits dossiers d'entraînement que vous pouvez traiter en 1 heure, 1 heure et demie, qui sont soit transversaux, soit qui sont ciblés sur quelques thèmes précis du programme. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a une trentaine de dossiers d'entraînement pour l'UE 1, un peu plus sur l'UE 4, donc vous avez largement de quoi faire. En plus des examens blancs qu'on vous propose, et ça c'est plutôt à la fin du programme de révision, donc plutôt à partir du mois de juin, à partir de l'été, c'est des épreuves blanches qui ont été conçues par l'équipe des enseignants et qui sont vraiment, qui ressemblent en tout point à ce que vous allez avoir le jour de l'examen, mais qui sont chaque année nouveaux, chaque année renouvelés, donc que vous ne pourrez pas trouver ailleurs. À chaque fois avec un séminaire de correction, c'est-à-dire qu'on vous donne ce sujet d'examen que vous pouvez travailler de votre côté, et à la fin, l'enseignant va faire un séminaire de correction et c'est à ce moment-là que vous pourrez poser évidemment toutes vos questions, revenir sur les points qui vous ont posé problème, qui vous ont posé des difficultés. Et il y a quelque chose qui est très important pour nous et c'est vraiment la valeur ajoutée de ProConta, c'est que sur ces examens blancs, vous pourrez donc travailler en conditions réelles d'examen, rendre votre copie et recevoir une vidéo correction qui est personnalisée. C'est-à-dire que vous travaillez, donc vous rendez votre copie et quelques jours plus tard,
eh bien, vous allez recevoir une petite vidéo de votre correcteur qui se filme en train de corriger votre copie, qui l'aura au préalable annoté, commenté et qui va vous donner des explications à l'oral et qui va donc vraiment scroller votre copie au format PDF en vous disant, bah voilà, bonjour Thomas, je suis votre correcteur, vous avez eu les notes de 12 sur 20, je vais vous expliquer les points positifs et ce qu'il faudra améliorer pour le prochain examen blanc. Et donc, c'est des petites vidéos voilà, qui durent une dizaine, une quinzaine de minutes et qui reviennent vraiment sur les points essentiels de votre copie et qui identifient les erreurs que vous avez faites pour justement éviter de les refaire sur les prochains examens blancs et évidemment le jour de l'examen. Donc ça, c'est vraiment, vous verrez, on a une vidéo explicative de cette vidéo correction, mais c'est très, très important pour nous de pouvoir vous entraîner sur ces examens blancs pour justement comprendre la psychologie du jury, la psychologie du correcteur, de la personne qui va avoir votre copie devant les yeux et qui va vous corriger pour justement mieux comprendre les attentes et d'éviter de refaire les erreurs que vous avez faites pendant les examens blancs. Autre conseil que je pourrais vous donner, c'est d'apprendre à gérer votre temps. Et ça, tout passe par l'art de la planification. Comme je vous le disais juste avant, il va falloir identifier vos contraintes récurrentes en fonction de votre travail, de vos études, si vous avez une vie de famille, si vous avez des enfants, évidemment de continuer à voir votre famille, vos amis, etc. Vraiment essayer d'avoir de la visibilité sur le long terme pour identifier vos contraintes et de vous dire, OK, à quel moment je vais pouvoir réviser lieu 1 ou lieu 4 du DSCG et très rapidement de bloquer des plages horaires durant lesquelles vous pouvez réviser. Alors ça peut être le week-end, ça peut être la semaine en soirée. Vous pourrez toujours demander à votre employeur un aménagement des horaires. Je sais qu'il y a pas mal d'étudiants, en tout cas chez nous, qui l'été ou à quelques semaines des examens se sont arrangés avec leur employeur pour donner un petit peu de temps pour réviser. Voilà, essayez d'optimiser au maximum votre temps sur vos trajets pour aller au boulot, le matin, le week-end, etc. Et essayez d'établir un planning de révision pour justement se mettre le pied à l'étrier, garder et tenir ce rythme de révision qui va être dense. Encore une fois, je vous le dis, c'est un marathon que vous allez commencer là ces prochaines semaines. Et justement, essayez de vous attribuer à chaque séance de révision des objectifs qui soient clairs, réalisables sur les plages de travail que vous vous serez fixées. Je vous ai donné un exemple. Une séance de révision, par exemple, ça va être le dimanche de 11 h à 13 h. Je me mets une séance de révision de 2 heures. Je vais regarder les vidéos 1 à 4 sur la variation du périmètre de consolidation. Et je vais me fixer un objectif et mon objectif, ça va être de comprendre et de traiter les variations du périmètre de consolidation. Et à la fin de cette séance de révision, je vais me faire une rétro en disant, OK, est-ce que j'ai tout compris à ce qu'on m'a raconté dans les vidéos? Oui, très bien, je vais pouvoir passer à la suite. Si je n'ai pas compris, je vais pouvoir poser ma question sur le replay de la vidéo ou alors je vais revoir la vidéo, je vais noter ce que je n'ai pas compris, poser ma question ou éventuellement essayer de m'exercer sur un petit cas pratique pour justement vérifier mes connaissances. D'accord? Donc encore une fois, des séances de révision, c'est vraiment identifier des plages horaires avec à chaque fois un objectif qui soit réalisable. Ok? Encore une fois, avec l'équipe de ProConta et j'anime d'autres lives sur vraiment ce genre de travail, sur le planning de révision, comment en construire un. Je vous donne des exemples de planning de révision pour chaque UE. Et ça, on se base sur les retours d'expérience des lauréats, leur planning de révision. Qu'est-ce qu'un bon planning de révision? Ce n'est pas forcément évident pour tout le monde d'en construire un et de s'y tenir. Voilà. Et sur la gestion de votre temps, donc encore une fois, il va falloir se fixer des objectifs et je propose que ce soit des objectifs qui soient hebdomadaires pour avoir des objectifs à court terme pour pouvoir s'y tenir avec des objectifs à chaque séance. N'hésitez pas d'ores et déjà à utiliser des outils de planification. Il y en a plusieurs
qui existent. Il y a Trello, moi j'utilise Notion qui est hyper bien fait, mais rien ne vous empêche d'écrire des post-it, de vous mettre des fiches, de vous les coller sur le mur de votre bureau. Utilisez des gestions de planning avec votre agenda, Google, Outlook, peu importe. Mais essayez vraiment de vous y tenir et de rapidement être assidu dans votre routine pour essayer de lisser au maximum votre planning de révision. Qui plus est, si vous passez plusieurs UE, et notamment l'UE1 et l'UE4. Okay, dernier conseil, c'est plutôt le 4e conseil, il y a une petite coquille, c'est de ne pas travailler seul, enfin d'éviter en tout cas. Alors après, chacun révise comme il veut, hein. Il y en a qui révisent seuls, mais lorsqu'on avait sondé les lauréats dans notre grande enquête, dans notre dernière grande enquête, eh bien, vous regardez que presque les 3/4 des lauréats avaient choisi une préparation. Alors, ça peut être une préparation en présentiel, en distanciel, mais en tout cas, ils avaient demandé de l'aide pour pouvoir se préparer, être accompagnés tout au long de l'année pour la réussite de ces UE, l'UE1 et l'UE4. Je vous ai mis quelques témoignages de lauréats qui nous disent qu'il faut être accompagné et justement réviser avec un organisme de formation permet d'avoir un cadre et d'avoir justement quelqu'un pour vous pousser à réviser au-delà de toute l'acquisition des connaissances, de la méthodologie. C'est également là pour vous forcer à vous entraîner tout au long de l'année et à vous remotiver parce que c'est un rythme qui est pas évident et il y a pas mal d'étudiants qui peuvent se décourager ou peuvent se démotiver en cours de route. Et justement, le fait de se raccrocher à un organisme de formation, eh bien, ça force en quelque sorte à aller au cours, à s'entraîner pour pouvoir aller jusqu'au bout en octobre prochain. Vous pouvez éventuellement réviser avec des amis, ça peut remotiver. Et justement, chez ProConta, on favorise justement l'esprit un peu de promo, l'esprit de communauté. Même si on est une prépa en distanciel, on a des groupes WhatsApp, on a des groupes Facebook qui permettent de favoriser des échanges avec les autres étudiants, qui permettent de poser des questions, des personnes qui ont déjà passé ces UE, de faire des retours d'expérience. Donc c'est toujours bien, psychologiquement même, de se sentir soutenu et de pouvoir poser des questions à d'autres personnes. Moralement, ça peut faire la différence. Et donc, il va falloir vous forger un mental d'acier sur ces prochains mois et pour réussir ces UE. Encore une fois, chacun va devoir élaborer une stratégie individuelle qui soit cohérente avec votre profil, avec votre objectif. Peut-être que votre objectif l'année prochaine, ça va être de uniquement passer l'UE1 et puis vous vous réservez l'UE4 l'année d'après. Peut-être que ça va être de passer les 2 UE en même temps. Je sais qu'il y en a qui passent 3 voire plus d'UE en même temps. Donc ça va façonner un petit peu votre planning de révision sur l'année. Et chacun va avoir un planning qui va être propre à lui, qui va être différent. Et donc, en fonction de ça, vous allez pouvoir créer votre planning de révision. Une chose est sûre, c'est que vous devrez travailler de façon continue et régulière avec, à partir de l'été, à partir du mois de juillet, une accélération et une intensification pour vraiment être serein le jour de l'examen. OK. Et ça, je m'adresse plutôt aux personnes qui ont échoué et qui repassent peut-être ces 2 UE l'année prochaine. Repartez à l'attaque, rebondissez, essayez de vous remettre dans le bain. Reprenez un petit peu ce que votre copie, vous pouvez la demander si vous voulez. Identifiez de nouveau les erreurs que vous avez faites, les difficultés que vous avez rencontrées pour justement éviter de les reproduire et réussir l'année prochaine, en 2023, les UE. Donc repartez à l'attaque, essayez de vous remotiver. Encore une fois, vous avez le temps, on est à 1 an de la session de 2023.
C'est vraiment le moment de mettre le pied à l'étrier, de prendre de bonnes résolutions et de vous dire « Ok, l'année prochaine, c'est pour moi, j'ai peut-être pas eu l'occasion de le faire cette année. L'année prochaine, 2023, c'est mon année. Je vais passer ces 2 UE pour avoir le DSCG, éventuellement essayer de vous projeter sur la suite. Est-ce que votre objectif, ça va être d'aller jusqu'au DEC ou c'est juste de pouvoir évoluer et juste d'avoir une bonne formation en compta